Bonjour. Je me présente, Bertrand Schepper. Je suis chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Je vais vous présenter essentiellement des planches d'une diapositive qui est disponible sur Internet, qui est basée sur des fiches qui sont liées au panel, qui sont disponibles et qui vont être présentées demain un peu plus. Donc, vous avez un petit avant-goût, disons. Et une de ces fiches-là nous parle de qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la transition. Transition juste, en fait. Et c'est là où est-ce qu'il y a un défi, le terme juste est large. Je vais me contenter, disons, de la question liée à l'emploi puis au monde du travail. Donc, en fait, pour nous, à l'IRIS, la position vers qu'est-ce que devrait être une transition juste est avant tout une économie où les gens peuvent continuer à vivre et avoir un salaire digne, tout en étant capables d'intégrer les communautés à l'économie, tout en étant capables d'intégrer les femmes à l'économie et à transférer finalement les emplois qui sont dans des industries polluantes vers des emplois qui sont moins polluants ou des emplois verts. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça ne sera probablement pas fait dans l'année qui vient ni l'année d'après. Mais d'ici 10 à 15 ans, si on ne prend pas en compte ce problème-là, cet enjeu-là, qu'est-ce qui va arriver? En fait, c'est que ce ne sera pas les travailleurs qui vont être capables de prendre une position là-dessus. Ça va être tout simplement ou bien leur industrie qui va se fermer, qui va se transformer, puis ça va être les salaires et parfois des régions et des communautés entières qui vont s'affaiblir face à cette transformation-là. Donc, si on ne pense pas dès maintenant à cette transition-là, il va falloir, on va la subir, en fait. C'est un peu plus vers ça que je m'intéresse aujourd'hui. En fait, on entend souvent, en fait, M. Legault, et ma présentation va être basée beaucoup sur le Québec, là. On entend M. Legault nous dire « Ah, vous savez, on fait tous les efforts nécessaires. Regardez, le Québec est la juridiction la moins polluante en Amérique du Nord. » C'est essentiellement vrai. Par contre, il se compare avec ce qui serait les cancres de l'économie, pas de l'économie, mais de la position mondiale. On le voit, le Québec, oui, pollue moins que le Canada. Ça, c'est la pollution par habitant, en fait. Donc, pollue moins que le Canada, pollue moins que les États-Unis. Par contre, quand on le compare avec d'autres pays, on pollue 2 fois plus que la moyenne mondiale par habitant. Au Québec, on pollue plus que la moyenne. En fait, quand on se compare avec d'autres pays occidentaux qui vivent l'hiver, la Finlande, la Norvège, on pollue plus qu'eux. On pollue à peu près 150 le niveau de l'Union européenne. Donc, dire que le Québec fait tous les efforts qu'il peut à cause notamment de l'hydroélectricité, en fait, on est chanceux d'avoir l'hydroélectricité, entre guillemets, là, plutôt que devoir être au charbon ou au pétrole. La deuxième diapositive que je présente ici, ce sont les effets, en fait, les cibles et les émissions de GES du Québec actuellement. En fait, la première date, c'est de la ligne continue, sont les GES de 1990 jusqu'à 2018. Et les points qu'on perçoit un petit peu sur le graphique sont les cibles pour le Québec. Hein. Cibles qui, soit dit en passant, on s'enorgueillit d'avoir des cibles ambitieuses. Dans les faits, elles auraient pu être beaucoup plus ambitieuses. Et comme on le voit, on est très loin du compte. Quand on regarde, par exemple, par rapport à 1990, les émissions en 2018 étaient à peu près de l'ordre de 2 à 3 % moindres qu'en 1990. On aspire, en 2030, à avoir une baisse de 37,5 %. Quand on regarde notre atteinte des cibles en 2020, on n'a pas su les atteindre. Celles pour 2030 sont loin. Et celle de 2050, qui serait être la carboneutralité, pour l'instant, ça semble inatteignable. Donc, comment on va faire ça? C'est une question qui est importante parce que, bien qu'on nous dit, il y a 2 moyens de le faire. Hein. Le premier, ça serait notamment la mesure phare du gouvernement, ça serait d'ajouter 1,5 million de voitures électriques au Québec. Et c'est une solution qui arrange un peu tout le monde, dans la mesure où est-ce qu'évidemment Hydro-Québec serait heureuse de pouvoir assurer un revenu avec l'hydroélectricité, mais aussi, ça ne met pas en cause les moyens de production de notre économie au Québec. D'autre part, le problème qu'il y a avec cette situation-là, c'est que malgré qu'on ajouterait 1,5 million de voitures, il y a une hausse générale des VUS au Québec. Et un document interne, d'ailleurs, qui est sorti, si je ne me trompe pas, ce matin, du ministère des Transports, semblait dire que même si on avait 1,5 million de voitures,
ben, on n'atteindrait pas la moitié de nos objectifs d'ici 2030. Et c'est un des problèmes du gouvernement actuellement, c'est que bien qu'il y ait des cibles ambitieuses, puis bien que comparativement, par exemple, au gouvernement précédent, il est capable de nommer des mesures qu'il va prendre et de comptabiliser leurs effets, ben, en fait, à date, il a comptabilisé à peu près 50% des effets nécessaires à atteindre sa cible de 37,5%. Dans un deuxième temps, sa deuxième mesure, qui est forte, c'est le SPED, en fait, ce qui est une forme de bourse au carbone où, essentiellement, les entreprises ont un droit achètent des droits pour émettre de la pollution. À moyen terme ou à long terme, l'objectif, c'est de dire ben, l'ensemble des droits qui sont permis au Québec de pollution pour les entreprises, généralement les grandes entreprises et les distributeurs d'énergie, ben, le total va diminuer avec les années. Donc, on suppose que l'effet de rareté va faire que chaque crédit ou droit de polluer que présentement les entreprises achètent entre 20 et 30 $ va augmenter de lui-même. Et éventuellement, aussi, le gouvernement va arrêter d'en donner, hein, parce qu'il y a aussi ça, présentement, le gouvernement en donne. Le problème avec cette situation-là, c'est qu'actuellement, ces droits d'émettre de la pollution sont, comme je l'ai dit, à 20-30 $. Selon le directeur du budget canadien, il devrait être au moins à 102 $ pour être capable d'avoir un impact. Et il y a même des groupes composés d'industriels et composés d'économistes, disons, qui n'ont pas un intérêt particulier à hausser les prix, disent, ben, en fait, si on veut vraiment des résultats, il faudrait que ça soit au-dessus de 300 $. Donc, présentement, les politiques proposées par le gouvernement, particulièrement dans le monde industriel, n'auront pas des effets à long terme. En tout cas, ne sont pas suffisamment fortes pour l'instant. Notons aussi que, ben, en fait, on a des industries qui sont relativement polluantes au Québec. Malgré que, par exemple, puis on va y revenir, on n'a pas de pétrole, ben, disons, si on prenait les 10 industries les plus polluantes au Québec, elles contribuent à 11,5% des émissions des GES. Il va falloir qu'elles se transforment. Malheureusement ou heureusement, elles emploient des gens, ces entreprises-là, et toute forme de transformation ou de réduction de ces industries-là va mener à des pertes d'emplois. On le sait, il y a des industries, pensons par exemple au domaine de la foresterie, dans son sens large, fait vivre des communautés entières. Donc, à terme, si on ne fait rien, ces communautés-là vont ou bien se battre contre les luttes au changement climatique, contre notre volonté de diminuer les GES, ou de l'autre côté, sinon, vont perdre leur emploi et leur vie économique. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est un défi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est travailler à faire une forme de résilience économique. Une résilience économique, c'est essentiellement la capacité de diversifier l'économie des régions où il y a une grande concentration d'industriels pour s'assurer finalement que quand il y a un coup ou un choc, ben, les autres secteurs de l'économie soient capables de supporter une industrie. Un exemple pour moi qui est assez frappant, si on pense par exemple dans les années 90 à Huntington, ville qui était une capitale du textile, du jour au lendemain, quand il y a eu une crise du domaine du textile, ces entreprises ont fermé et on est tombé. Huntington, qui était une ville relativement économiquement forte, est devenue la région la plus pauvre ou une des régions les plus pauvres au Québec. Ce qu'on veut éviter, c'est que la même chose arrive avec des régions qui vivent de la cimenterie, des cimenteries qui vivent qui peuvent vivre du bois, qui peuvent vivre de la forêt. Donc, en fait, c'est ce qui est l'objectif et ce qui est nécessaire à faire. Autre chose que je n'ai pas mentionné et qui est important, c'est qu'on l'a vu dans le tableau précédent, en fait, les émissions de GES diminuent à des moments très clairs. C'est lors des crises économiques et à leur suite. En 90, il y a eu une baisse importante des GES au Québec en 2001 et en 2010-2011, c'est là où il y a les baisses les plus importantes et par la suite, elles remontent. Là, on va avoir une crise, évidemment, avec on s'attend à ce qu'à 2018, on a connu une hausse importante des GES, 5,4 % par rapport à 2017, en 2017-2018. En fait, on s'attend à ce qu'en 2019-2020, il y ait une certaine baisse, mais qu'on ne soit pas capable de reprendre une cible vers le bas rapidement. Et il faut s'attendre avec la reprise économique en 2020, 2021, 2022 et 2023 que les GES connaissent une hausse. Donc, ça va être le temps, en fait, de se questionner sur est-ce qu'on est capable de maintenir ce système économique-là au Québec pour atteindre nos cibles. J'ai fait un exercice qu'on peut voir là à l'écran. J'ai mis
ensemble différentes industries. On voit à gauche différentes industries. La colonne du milieu, c'est le nombre d'emplois qui sont produits pour chaque million de dollars de production dans une industrie qui sont créés. Et à droite, les émissions de GES pour chaque millier de dollars, millier de dollars de production. Par exemple, si on prend la moyenne québécoise, la première ligne, pour chaque million de dollars de production au Québec, on crée à peu près, grosso modo, 8 emplois. Puis pour chaque millier de dollars de dépensés, on crée à peu près 0,36 tonnes de GES. En fait, on le voit, il y a différentes catégories d'industrie, des catégories plus proches des matières premières, de la foresterie, par exemple. Pour chaque million de dollars de production de foresterie, on crée 6,8 emplois, donc moins que la moyenne québécoise. De l'autre côté, on émet 1,06 tonnes d'émissions de GES pour chaque millier de dollars dépensés. Donc, on voit, c'est un exemple, mais ça représente bien, disons, le secteur des matières premières. Les deux dernières lignes, secteurs qui sont les secteurs publics, là, on le voit, eux, créent beaucoup d'emplois par million de dollars investis de production, parce que la production qu'on investit, qu'on utilise, c'est essentiellement des salaires, puis créent peu de GES. C'est clair, c'est normal, on comprend, il n'y a pas de transformation majeure. Par contre, ce que je vous invite à regarder, c'est les lignes autour du transport en commun et de l'efficacité énergétique. Ce qu'on voit, c'est que, en transport en commun, il n'y a pas tant d'emplois qui sont créés par million de dollars investis et surtout de produits. Par contre, et les GES sont grosso modo la moyenne québécoise. Par contre, par la suite, lorsqu'on a construit le transport en commun, là, les emplois créés par million de dollars de production, on crée beaucoup d'emplois dans les travaux de mise en place, on crée beaucoup d'emplois dans la conduite et s'occuper en fait des trains et du transport en commun. Et on émet peu de GES et on a un effet sur les GES émis des autres. Et quand on regarde par exemple l'efficacité énergétique, qui est une industrie qu'on peut réfléchir à créer de manière importante au Québec via par exemple Investissement Québec, via la Caisse de dépôt, ou via même à la limite accepter qu'on s'endette au Québec pour faire face à cette crise-là. On l'a vu aujourd'hui, il y a moyen de dépenser pour un État quand il y a des crises importantes et il est temps de prendre la question environnementale comme une vraie crise. On est capable de créer des emplois. On crée beaucoup d'emplois par million de dollars investis, tout en ayant une empreinte d'émissions très faible et qui va avoir à terme une capacité de diminuer les émissions des autres secteurs. Donc, mon objectif ici, c'est de vous dire, il existe des industries où on est capable d'avoir un effet. Maintenant, si on ne fait rien, d'ici 10 à 15 ans, on ne développera pas ces industries-là. Et en plus, les gens qui sont dans les secteurs polluants ne seront pas capables de s'en sortir. Alors, maintenant, il est temps d'avoir une forme de dialogue pour être capable de dire, quelle est la stratégie qu'on veut prendre, la stratégie industrielle? Présentement, la stratégie industrielle, c'est le SPED, c'est essayer de laisser le marché à lui-même gérer ce problème-là. Si les États et en même temps les travailleurs et les communautés ne prennent pas à bras-le-corps cet enjeu-là pour transformer à moyen terme leur secteur industriel, à terme, il va y avoir un enjeu majeur environnemental et ce ne sera pas les dirigeants d'entreprise qui vont le subir, ça. À la limite, ils vont fermer, ils vont aller ailleurs. Ça va être les travailleurs et travailleuses, puis les communautés. Donc, il faut prendre cet enjeu-là à bras-le-corps dès maintenant. Merci.